Après, tu vois, genre, on est dans un système de cases, mais c'est pas grave s'il y a pas ta case. Crée-la, on s'en bat les couilles, franchement. Si on peut donner quelques chiffres, tu as, ton, morceau phare en quelque sorte, Astronaute, fait 500 000 vues sur YouTube. En cumulé, tu dépasses le million, quoi. Nous, maintenant, on insiste. Tu vois, on veut que sur les programmes, ça soit marqué rap mélodique, tu vois. Ouais, ouais, Des ouais. fois, c'est marqué hip-hop parce que hip-hop ou rap ou musique urbaine. Au pire, ça, putain, ça fait hérisser les poils, tu vois. Avec le morceau «Viens voir», mais bon, les gens, ils vont voir ailleurs, quoi. Mais du coup, et des fois, tu es obligé quand même d'utiliser la case d'un autre parce que bah, le média te permet pas de créer ta propre case ou quoi. Mais là où tu peux, bah, crée ta case. Ouais, orange, t'es marron, quoi. Chaque lundi, Systémator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systémator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systémator, le podcast qui vous sort des punchlines alors qu'il enregistre sur une table à repasser. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Je vais y arriver. Salut Wes. Yo, 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 Wesley joue à com.kim, peut-être. Voilà, peut-être, on va renommer. Bon, moi, c'est un peu compliqué parce qu'en gros, si tu veux, j'ai rapatrié du matériel chez moi et donc j'avais besoin d'un bureau. Bureau qui me servait avant d'enregistrer les podcasts. Sauf que du coup, vu que la prise internet est dans le salon, bah, je devrais déménager le bureau dans le salon. Et donc, dans l'endroit où je réalise le podcast, vu que je n'ai pas envie d'être interrompu par le chat, eh bien, je n'avais pas de bureau. Et donc, j'ai regardé autour de moi, tu vois, et tout. Et je vois la table à repasser, je me dis parfait, bureau ergonomique en plus parce que tu peux le monter à ta guise et donc tu vois, c'est moins cher qu'un bureau Ikea à 500 balles, tu vois, qui tu appuies sur un bouton où ça se lève tout seul. Donc au final, c'est voilà, c'est plutôt pas mal, c'est aussi ça la créativité, j'ai envie de dire, mon cher Wesley. Yes. Aujourd'hui, nouvel invité, on va recevoir Anom, Tom dans la vraie vie, qui est une étoile montante du rap, on peut peut-être dire ça, balançons les bails tout de suite, quoi, et qui a un style et un parcours bien à lui. Salut Anom. Salut, salut, merci, c'est cool de faire ce petit podcast. C'est bien sympa en tout cas. Étoile montante, je sais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir d'être avec vous. Alors Anom, ça fait un moment qu'on se connaît, hein, ça fait depuis 2011, je crois, quelque chose comme Ouais, ça. ouais, si, ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, je suis retombé sur des vieux trucs 2011, 2012, ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, des trucs qu'il faut pas trop déterrer, on va dire. Voilà. Mais dans tous les cas, on s'est connus, bah, vous saviez, à l'époque, comme on a parlé dans certains épisodes, on était plus dans le monde du gaming enfin, avant sur YouTube et tout ça. Et on s'est connus vraiment à ce moment-là. Et toi, du coup, dans ton parcours, tu as évolué, tu t'es mis au rap en 2015. Ouais, en novembre 2015, ouais, pour être plus précis. Exactement. Novembre 2015 et tu t'y lançais, bah, carrément directement à temps plein, en fait. Ouais, bah ouais, enfin, pas directement, mais on va dire que Ça s'est un fait an très vite. après, ouais, un an après, j'étais à temps plein, quoi. C'est ça, ouais. Mais sans le vouloir, en fait, je me suis retrouvé à temps plein. Ah bah, écoute, on va en parler. Donc juste, si on peut donner quelques chiffres, tu as, ton, morceau phare en quelque sorte, Astronaute, Ouais. qui fait 500 000 vues sur YouTube, par exemple. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, quasiment 500 000 vues et en streaming, bah, après j'ai pas toutes les statistiques, mais j'ai les statistiques exactes sur Spotify, on est à quasiment 850 000 juste sur le morceau, donc c'est Ah assez ouais. énorme. Après, on n'a pas les autres plateformes, en cumulé, mais enfin, en cumulé, on pourrait les avoir. En cumulé, tu dépasses le million, quoi. Ouais, ouais, largement, parce que si on fait 800, même si c'est Spotify le leader, si on fait 850 000 sur Spotify, on fait largement plus du million, en comptant les autres, quoi. Ouais et c'est vraiment le morceau qui a cartonné au final pour toi? Ouais, bah, ouais, nous on aime bien dire que c'est le morceau locomotive un peu parce que Ouais. c'est lui qui va dessiner même les spectacles qu'on va faire ou qui dessine un peu l'univers donc c'est le morceau locomotive, quoi. OK. Tu à peu près, pour donner d'autres chiffres, tu as à peu près 11 000 personnes qui te suivent sur YouTube. Sur les autres plateformes, tu as une idée un petit peu? Tu as des statistiques plus précises là-dessus aussi? Et ben, bah, su en fait, à chaque fois, on va dire vraiment le support de référence, ça va être Spotify parce qu'on a toutes les stats exactes. Sur Spotify, on a le nombre d'auditeurs par mois, on est à 56 000, quasiment 57 000. Donc et ça augmente tous les jours, à peu près entre 500 et 1 000, on va dire.
D'accord. Donc c'est assez énorme, quoi. Après évidemment, il y a tout ce qui est Facebook, Instagram, enfin voilà, mais j'avoue que là, ces derniers temps, ce qui marche le plus, en dehors du streaming, c'est YouTube, ça cartonne, quoi. Je sais pas exactement combien d'abonnés on prend par jour, mais c'est cool, quoi, ça stagne jamais, quoi. Mmh, mmh. OK, et en plus de ça, du coup, tu fais aussi pas mal de scènes, principalement dans la Loire, si je me trompe Ouais, pas, pour le moment? principalement dans la Loire, même si ça commence à s'exporter, dans le Rhône. Là non, enfin en tout cas pour la rentrée «scolaire» entre guillemets, 2019-2020, c'est ce qui va se passer petit à petit, ça s'exporte un petit peu et puis même là, tu vois, on va monter vers Nantes, enfin voilà quoi, ça c'est certes, on est né ici, on vient de là et le projet est né là donc pour le moment, on se sert de la notoriété qu'on a ici, mais je pense qu'il faut pas se cloisonner donc voilà. 42, t'as vu? C'est ça. Ouais, mais pas trop, tu vois? Non plus. OK. On va développer un petit peu ça dans cet épisode. Ça nous semblait intéressant de t'inviter parce qu'il y a vraiment 2 aspects. Il y a l'aspect, sur ton style créatif qu'on va développer, dans cette émission, mais aussi l'aspect un peu, promotionnel. C'est toujours un peu la question, quoi. C'est, OK, je fais quelque chose d'artistique, mais derrière, si je veux que ça marche, il faut aussi que les gens en parlent, quoi, et c'est un peu le nerf Ouais, de la guerre, là-dessus, quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Wesley, avant de commencer, nous avons quelque chose à dire. Absolument, mon cher Sébastien. On parle une étoile montante du rap. Moi, je vous propose de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou depuis votre plateforme d'écoute de podcast favorite pour soutenir notre podcast Systemator. L'épisode du jour, c'est peut-être l'occasion pour vous de découvrir Anom, ce jeune rappeur. Et voilà, si vous kiffez ce qu'il fait, c'est une raison de plus pour nous mettre 5 étoiles pour le filon. Parfait. Merci à vous. Et il se débrouille bien, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais là, si tu mettais une petite mélodie derrière, ça serait bien passé, quoi. Le coup des étoiles, tout ça, j'ai trouvé ça pas mal, quoi. Et c'est vrai que ça passe bien, hein. Parfait. On réfléchira au concept et on te proposera quelque chose alors. Allez, c'est parti, pour la première partie. Alors, on va d'abord parler de ton parcours, donc du chant au rap et du gaming à la musique, puisque c'était un point qui nous semblait assez intéressant. Hem j'aime bien dire que le gaming, tu vois, c'est un petit peu le cocon du web, quoi. Tu sais, c'est le truc où, les gens, ils essaient des choses, tu vois? Il y a plein de trucs qui sont nés du gaming, en fait. C'est bête, mais le développement du streaming, par exemple, donc de diffuser des vidéos en direct, sur internet, en tout cas, le gaming a été assez précurseur, là-dessus, Ouais, c'est sûr. et du coup, toi, tu as eu pas mal d'expérience là-dessus, dans le gaming, sur, que ça soit en termes de gestion de communauté, de gestion, on va dire, de matériel, de choix de matériel, de son. Hem, Ouais, donc je ouais, me ouais. suis dit que c'était intéressant un peu de parler un petit peu de ça, heu, ouais, est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu en as tiré? Et qu'est-ce que tu as tiré peut-être de ce parcours? Alors juste pour resituer, le gaming, c'est quoi? Enfin, le quand on parle du gaming, c'est faire des vidéos sur YouTube autour du gaming, hein. C'était entre 2011 et 2015-2014, un truc comme ça. Ouais, ouais, bah, je sais plus là, je crois que ma première vidéo, c'était en avril 2011. Pour dire, c'était ça date vraiment, mais ouais, 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 ça commence à dater, mais enfin, je sais pas si tu voulais ajouter un truc sur le gaming ou si tu voulais que j'enchaîne directement, Je mais vais te laisser enchaîner peut-être. Est-ce que ça t'a apporté vraiment, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté, là-dessus? Est-ce que tu as attiré vraiment quelque chose là-dessus, ou est-ce que c'est moi juste qui trouve des idées, bah, tu vois, c'est cool déjà d'en parler parce que c'est pas le genre de truc, parce que tu vois, c'est un peu un passé, secret. Tu vois, c'est mon passé secret. Les gens, tu sais, c'était sous un autre nom, les gens connaissent pas, tu vois, sauf mes potes, enfin voilà. Après tout le monde, dans mes potes, tout le monde sait qu'à une époque, je faisais des vidéos, je m'amusais, à faire des vidéos, à faire des petits lives après par la suite, enfin voilà, comme tu disais, gérer une communauté, c'était un peu le rêve de tout le monde à l'époque. C'était, on voulait tous faire comme Diablo X9, tu vois? Alors juste pour resituer, pour que les gens puissent, connaître un peu, qui est Diablo X9? Ah bah, ah putain, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas Diablo X9. Non, en gros, c'était enfin, on va dire qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait le comparer à au non, en fait, il est pas comparable. Il était unique ce Est-ce mec. que Wesley, tu connais Diablo X9, par exemple? Non, moi, je suis un newbie du jeu vidéo. Non, en gros, c'était un mec, qui en ouais, 2000 même avant 2011, il a commencé, je sais pas 2007. en quelle année il a commencé.
Ouais, 2007, bah, voilà, il faisait des vidéos, à la base, il filmait ses gameplays, sur Call of, mais en vrai, je suis retombé sur des vidéos l'autre fois, c'était chiant, quoi. Il commentait juste ses vidéos, enfin, voilà, il avait pas un niveau de fou, il était bon, mais il avait pas un niveau de fou. En fait, le but, voilà, c'était vraiment de montrer ses parties à la communauté et puis de répondre aux commentaires, de dialoguer avec les gens, d'échanger et puis je sais pas, ça a pris, c'était un des premiers francophones, je crois, au million, enfin, en tout cas, un premier dans le gaming, au million d'abonnés, enfin, à l'époque, c'était énorme, quoi. À l'époque, tu avais 100 000 abonnés, tu étais quelqu'un, quoi. Maintenant, tu as 100 000 abonnés, tu te noies Ouais. dans la masse. Mais à l'époque, voilà, tu avais 100 000 abonnés, tu étais quelqu'un. Même 1 million presque, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, maintenant, le million, ça commence à être de plus en plus répandu, quoi. Mais voilà, en gros, pour resituer, Diablo X9, c'était un peu le pionnier avec deux, trois autres gars, dont par exemple Wartech aujourd'hui, qui a grave bien évolué en faisant des vlogs. Mais voilà, on va dire qu'ils ont apporté quelque chose au gaming sur YouTube. C'était vraiment les références à l'époque. Donc, Ouais, au-delà de ça, c'est qu'il y a alors, en gros, il a commencé, il avait la bonne technique, tu vois, de mettre la caméra devant la télé et de filmer, donc c'était horrible, hein, on va pas se mentir, mais à l'époque, on faisait comme ça et puis surtout, en fait, je pense qu'il a véhiculé, en fait, un peu c'était un des premiers youtubeurs à en vivre, en fait, à vivre de YouTube. Je pense que c'est surtout ça, en fait, qui a marqué le truc aussi, je pense. je pense je sais pas s'il en vivait bien à Si, l'époque, je pense, hein. ou alors peut-être que ça payait encore plus que maintenant. Mais en tout cas, La pub payait plus avant. Ça a beaucoup changé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, quand tu as beaucoup, beaucoup d'abonnés ou autre, bah, la pub te rapporte pas tant que ça, alors qu'avant, c'était vraiment, ça n'avait rien à voir, quoi. ouais, mais encore que avant il y avait beaucoup de network et maintenant tu peux rester en indépendant. Je veux dire, avant, il fallait être signé dans un network Ouais. pour te dire voilà, c'est bon, j'ai percé entre guillemets. Maintenant, ça va, hein, tu peux monétiser tes vidéos tout Ouais, il y a seul. une Te autonomie dire, qui s'est faite et en fait, les networks, en gros, pour resituer aussi aux gens qui connaissaient pas un peu le milieu, c'est des sortes de ouais, des sortes de réseaux de chaînes et ils vous négocient un peu des droits d'auteur et encore sur certains trucs parce que quand vous mettiez des vidéos de jeux vidéo, bah, il y a des questions de droits d'auteur sur les musiques, sur les images et cetera et voilà un petit peu le truc et en final, ils se servaient bien dans les revenus de chacun et aujourd'hui, ça n'existe plus du tout, quoi. ouais, ouais, ou alors cas très rare. Je crois il y en a encore. Tu vois, j'en parlais avec Adri l'autre fois là, au stud, mais enfin, c'est cas très rare, mais ça existe encore un peu, je crois, mais personne n'en utilise, quoi. Ils ont compris que c'était useless, quoi. Maintenant, tu trouves des trucs libres de droit de partout, voilà, et des managers en pagaille, en indépendant, donc t'as plus Ouais, besoin ouais, ouais. forcément d'un network pour être accompagné. Mais je sais plus pourquoi du coup je disais ça, mais ouais, j'ai commencé à l'époque où on se disait que Diablo X9 c'était l'exemple de tous, quoi. Et du coup, je dirais pas que sans gaming, il y aurait pas eu de musique, évidemment, parce qu'il y aurait quand même eu de la musique, j'en faisais déjà à côté. Mais, euh, mais je veux dire, ouais, comme tu disais, je pense que c'est surtout d'un point de vue matériel, tu vois, ça m'a permis de commencer à faire de la musique, à produire de la musique avec une petite base de matériel, avec un bon ordi, tu vois, pour faire des petits clips à l'époque, parce que je faisais ça moi-même. Donc pour faire du montage, tu vois, j'avais une petite base. J'avais un petit micro USB, bon, qui était pas folichon, tu vois, mais franchement, c'était une bonne référence, tu vois, à l'époque. Enfin, tout le monde avait plus ou moins ces micros-là. Du coup, ça m'a permis d'enregistrer des trucs avant d'aller en studio. Ça m'a permis d'avoir une petite base, en fait, qui était pas dégueu. Et, euh, et puis peut-être une aisance aussi devant la caméra, ou puis cette vision un peu des communautés que j'avais déjà, bien que dans la musique, ça soit complètement différent, parce que dans la musique, bah, il y a qu'à voir, Astronaute, là, ça va faire quasiment 500 000 vues, mais là, on est à 450 000. J'ai fait 450 000 vues, mais j'ai que, entre guillemets, 11 000 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les gens s'abonnent peu aux chaînes YouTube, donc c'est différent. Mais l'aspect communauté, en tout cas, qui peut y avoir pour le gaming sur YouTube, je peux le retrouver sur Instagram avec la musique, par exemple. C'est là où la communauté est vraiment plus solide. C'est un autre truc. Mais ouais, je pense que ça m'a apporté un peu cette aisance, en tout cas. Et puis la base de matériel, tu vois, pour commencer. Matériel que j'ai encore, hein, parce que les derniers lives que j'ai fait, parce que j'ai terminé par des lives, ou les dernières petites vidéos que j'ai pu faire ou monter pour m'amuser, c'était avec l'ordi que j'ai actuellement chez moi. Bon, là, je suis pas sur cet ordi-là, mais du coup, voilà, on va dire que je m'en suis servi jusqu'à maintenant, quoi. OK. Voilà. Tu fait du chant pendant plus de 10 ans avant de faire ça? Ouais, ouais, c'est ça. J'ai commencé, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. Avant, j'avais déjà fait un peu de guitare, mais bref, ça m'a pas trop plu. En réalité, j'ai commencé vraiment la musique, j'avais 8 ans, je Mmh. crois. Mais j'ai commencé le chant, je devais avoir 10, 11 ans. Et j'ai pas arrêté jusqu'à maintenant, sauf peut-être une année où j'ai continué à en faire mes solos chez moi. Et j'avais déjà une bonne base, donc du coup,
voilà. Mais ouais, du coup, ça fait un bail maintenant que je fais ça et je continue encore aujourd'hui. Je vais continuer l'année prochaine aussi parce que j'ai toujours des choses à apprendre. Donc voilà. Et mais c'était dans quel cadre du coup? C'est, école de Et ben musique, en fait, solo? ouais, ouais, c'était ni à l'école, c'était une école, enfin c'était une école de musique privée, c'était pas un conservatoire, c'était pas un apprentissage qui était théorique. Enfin, c'était pas quand je dis ça, ça veut dire pas de solfège, quoi. J'ai tout fait à l'oreille. Bon, maintenant j'ai des bases en solfège parce qu'au bout de plusieurs années quand même, Mmh. voilà. Mais du coup, ouais, j'ai commencé, c'était juste dans le cadre d'un loisir Je périscolaire, vois. comme on dirait. OK. Et du coup, tes tout premiers morceaux de rap, ils sont nés quand et pourquoi? Comment en fait? Comment c'est né en fait tout ça? Et ben, en fait, j'ai toujours été pas dans la même école de musique parce que enfin, ça a bougé, ça a changé, mais j'ai toujours été avec les mêmes profs de chant, en fait. Donc, celui avec qui j'ai commencé, il me connaît depuis que j'ai 8 ans, tu vois, quasiment. Donc ça, c'est assez énorme, je veux dire, c'est des profs qui me connaissent depuis que je suis petit. Je suis un des plus vieux élèves enfin, je suis peut-être même le plus vieux, pas en âge, mais en durée, le plus vieux élève de l'école, tu vois? Vétéran. Quasiment. Et ouais, c'est ça, un vétéran, quoi. Et du coup, bah, j'ai tourné avec les profs de chant, j'ai changé, en fait. Je suis resté à peu près 3 ans par prof, en gros, pour pouvoir avoir plusieurs approches de la musique. Et puis bah, en 2015, il y a 4 ans, presque 4 ans, j'étais avec un prof qui lui, travaille moins la technique, mais beaucoup plus l'artistique. Et à cette époque-là, ça faisait peu de temps que j'écoutais du rap. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais en seconde, donc là, je sais plus les années, mais maintenant j'ai 22 ans, donc à vous de faire le calcul. Mais quand j'étais en seconde, donc je sais pas, ça doit faire, putain, ça doit bien faire 6 ans, six ouais, sept 6 ans. ans, ouais. C'était ce que j'allais dire, ouais, 6-7 ans. Pour moi, avant la seconde, pour moi, le rap n'était pas de la musique. Ah ouais. Tu vois? Donc c'est fort de dire ça. Mais je pense parce que j'avais une formation un peu plus classique où je travaillais sur, de la pop, du rock, enfin voilà, ce genre de choses. Et pour moi, le rap, ça manquait de mélodie, ça manquait de plein de choses, mais parce qu'en fait, j'étais paumé, tu vois? Genre, aujourd'hui, je reconnais, hein, que je savais pas ce que c'était le rap, comme beaucoup de personnes encore aujourd'hui, tu vois? Ils savent pas ce que c'est le rap parce qu'ils s'arrêtent juste à ce qui passe en radio. Je pense que c'est l'erreur à ne pas faire. Et bon, bref, j'écoutais du rap avec ce prof de chant et on écoutait beaucoup de musique ensemble, en fait, avant de faire des cours. Et après, on restait très souvent 3 quarts d'heure en plus ensemble parce qu'on écoutait de la musique, quoi. Et puis il m'a dit: «Mais tu devrais écrire, tu devrais faire quelque chose, tu as des choses à raconter», parce que bon, j'avais un petit vécu, quoi, du haut de mes 18 ans, du coup. Mais bah, après tout le monde a un vécu, je vais pas dire que j'ai un vécu plus «poussé» entre guillemets que les autres. Tout le monde a chacun son vécu, mais bon bref, j'avais des choses à raconter. Et puis en fait, j'ai commencé à écrire, mais 6 mois après qu'il m'ait dit: «Vas-y écris», parce que ça a pris du temps, je savais pas comment m'y prendre. J'ai trouvé une instru, d'un rappeur que j'aimais bien sur internet, heu et puis j'ai commencé à écrire. Alors c'était super basique et je parlais de ma vie, de mon vécu, mais ça a enclenché le truc. Et du coup, bah, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, j'ai cette chance dans mon école de musique, ils organisent des galas, tout au long de l'année, pas forcément des galas de fin d'année. Et bah, le lendemain, je crois que c'était le lendemain ou 2-3 jours après avoir commencé à écrire ce son, je le fais à mon prof de chant, donc c'était pas du tout carré. Il me dit: «Oh là là, on fait un gala le mois prochain, tu serais chaud de monter sur scène?» Et Direct. voilà comment ça a commencé. J'ai dit: «Ouais, OK». Et je suis monté sur scène, j'ai fait mon morceau. Enfin, j'ai fait un morceau qui n'était pas du rap et puis je suis passé une deuxième fois. Heu, je suis passé une deuxième fois en faisant du rap à la fin. Et là, du coup, bah, il y avait toute ma famille et tout, et c'est là que ça a commencé parce que c'était un texte assez personnel. Je parlais vraiment de mon vécu, je parlais de mes sœurs, parce que j'ai 3 sœurs, de ma mère, de mes amis, et puis en fait, ça a touché tout le monde. Et j'ai vu le pouvoir que ça avait, en fait, la musique, enfin la composition, enfin l'écriture surtout, le pouvoir que ça avait. Et puis voilà comment ça a commencé, quoi. OK. Et alors après, ça s'est enchaîné comment du coup? Et bah, après moi j'ai continué, pendant, bah, on était en 2015, donc j'ai continué pendant 2 ans presque, en tout cas une bonne année et demie, à faire des textes. J'ai écrit sur des instrus que je trouvais sur internet. C'est important Ouais. de le préciser ça, parce que beaucoup de rappeurs le font aujourd'hui. C'est des instrus, on achète les droits mais en partie, enfin bon bref. Là, c'est de la législation et c'est super compliqué parce que les droits, dans la musique, c'est comme les droits sur YouTube un petit peu, c'est la propriété intellectuelle, de toute façon, en général, c'est très, très Ouais, il y a des compliqué. gros débats là-dessus en Il y a ce moment. beaucoup de choses à prendre en compte. Ouais, ouais, il y a des gros débats et je pense que c'est vraiment pas fini, mais bon, peut-être on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais, du coup, voilà, c'est assez compliqué. J'écrivais beaucoup de textes sur des prods que je trouvais sur internet. J'en ai écrit beaucoup que j'ai jamais, enregistrés. Au début, je les enregistrais chez moi avec mon micro, tout seul.
Puis un jour, je me suis dit, bah, je vais investir dans un meilleur micro en pensant que je pourrais devenir ingé son en regardant des vidéos sur YouTube. Alors, il y en a qui arrivent très bien, hein. Il y a des noms, enfin, par exemple, Riles, tu vois, qui a percé là, qui a percé l'année dernière. Lui, il y arrive très bien. Il a tout fait lui-même, le mixage et tout, il le fait. Mais moi, je pense que j'ai pas cette âme suffisamment. Je suis pas patient, tu vois. Après, la technique, je peux l'avoir, mais je suis pas patient et puis je suis surtout trop exigeant. Et je pense que en étant trop exigeant, il faut aussi travailler avec d'autres personnes qui sont vraiment bonnes dans leur domaine. Et donc, du coup, j'ai cherché à aller dans un studio. Donc, d'abord, je suis allé dans une arrière-boutique de musique. Autant dire que c'était des bons moments passés. Mais le mec, c'était pas un ingénieur du son. Donc, du coup, les morceaux, ils étaient pas du tout mixés. Donc, c'était moyen, tu vois. Ouais. Mais c'était cool quand même. Ça a permis d'enregistrer des trucs en dehors de ma chambre. Après avoir investi dans du matos, je suis allé ailleurs. J'ai enregistré ailleurs. Donc, ça donne une autre synergie, quoi, en gros, au projet. Et puis arrivé l'été, alors là c'était quel été? Parce que le son il est sorti, on est en 2019, ça devait être été 2017. Ouais, c'était ça, c'était un petit peu avant l'été 2017. J'ai créé un son qui s'appelle Je rêvasse. Mhm. Et je me souviens encore, en fait, je vois Valentin, qui aujourd'hui m'accompagne, Vane, sur scène, qui m'accompagne sur scène et puis en studio, c'est mon compositeur, lui. Je le vois, et puis je lui fais le morceau sur une instru d'internet. Il me dit putain et tout, c'est énorme, gros, ça tue. Et puis, du coup, je suis allé l'enregistrer, mais dans un autre studio. Un truc, j'ai level up, tu vois. Euh, un truc qui était mieux, toujours vers Saint-Étienne, enfin dans les alentours. Et, euh, et, et là, franchement, c'était un peu le déclic. J'ai ajouté des mélodies, j'ai ajouté des choses, c'était vraiment cool. Et puis, rentrée scolaire 2018, là, j'avais repris les études en musicologie. Et je me suis retrouvé avec Valentin, donc Vane, qui est le fils de ma marraine, entre autres. Euh, et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et que lui, il faisait déjà de la musique. Euh, Ça nous a permis de nous rapprocher parce qu'on passait plus de temps ensemble, bien qu'on avait quand même cette connexion un peu musicale et artistique avant. On passait moins de temps ensemble parce qu'on avait moins l'occasion de se voir. Donc c'était compliqué de monter un projet ensemble et on voulait pas forcément, enfin on n'avait pas forcément l'idée. Et là, de se retrouver ensemble en cours, en fait, c'est venu tout seul. On a commencé à faire de la musique ensemble et on s'est dit putain, vas-y, c'est bon, on fait du son ensemble quoi. Le projet, ça devient le nôtre à deux. Et c'est devenu mon compositeur comme ça, du coup, bah, à partir de septembre, on va dire 2018, pardon. Et il m'accompagne voilà, tout le temps maintenant en studio. C'est lui qui fait toutes les prods, donc toutes les instrus sur les derniers morceaux. Et moi, je garde la partie écriture, interprétation. Et en fait, on fait vraiment un travail main dans la main. C'est comme ça un peu que ça a pris. Mais entre-temps, voilà, il y a eu un projet, il y a eu un projet tout d'abord vraiment solo en 2016, que là j'ai enregistré dans l'arrière-boutique, donc c'était pas vraiment carré. Et puis ensuite, une fois qu'on a commencé à travailler ensemble, vraiment tout au début avec Valentin, on a sorti un autre projet, un EP, euh, Le Remède, en février 2018. Donc là, du coup, Valentin avait commencé à composer certaines choses, mais pas tout. Et puis maintenant, à partir depuis Astronaute, on va dire, c'est lui qui a composé toutes les prods. Donc voilà, en gros, comment c'est venu un peu. C'est un peu compliqué d'expliquer, de tout expliquer quand on repart de zéro, mais j'espère avoir été clair. Mais en gros, voilà, c'est venu progressivement, d'abord seul, puis ensuite entouré. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est par étapes, en essayant des choses et en se donnant des moyens, les moyens d'y arriver. Voilà. Ok. Euh, tu as quand même, tu t'es quand même mis rapidement finalement à temps plein. Au final, tu as aussi commencé pas mal d'études et finalement, t'es pas forcément allé au bout. Euh, Ouais, bah carrément. C'était quoi les choix? C'est quand même, tu sais, t'as toujours un peu ce truc, ah oui, mais attends, il faut faire des études, il faut faire attention et tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Ouais, sons de ouais, cloche différentes. Il y a des gens qui vous disent non, il faut foncer, tant qu'on est jeune, il faut y aller. Et d'autres qui me disent non, il ouais, faut quand même être un peu sérieux. Dernier invité, c'était David David, qui lui a plus un peu ce côté-là aussi où voilà, essayons quand même, si on a envie de faire quelque chose d'artistique ou de vivre un peu de son art, de d'assurer un peu les arrières au cas où ça ne marche pas, parce que souvent il y a des ouais, chances que ça ne marche pas. Toi, tu as un peu pris le ouais. contre-pied de ça, un peu l'adversion en mode bah non, il faut tout tenter finalement. Ouais. Bah, tu vois, en fait, les seules études où vraiment j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, c'est qu'après le bac, j'ai fait une année de prépa, entre guillemets, c'est entre la prépa et la formation, en cinéma et journalisme, en gros. Donc c'était une année, normalement c'est une année qui te prépare au BTS audiovisuel ou aux écoles de journalisme. J'ai fait cette année entière, parce que j'aime l'audiovisuel, au-delà de ça, déjà à la base, voilà, comme tu dis, je faisais du gaming et des vidéos. J'aimais ça, mais du coup, bah, je trouvais que c'était logique de continuer après le bac sur un truc un peu audiovisuel. Moi, ça me bottait bien.
Du coup, j'ai fait ça en entier. Et puis après, bah, j'ai voulu aller en information communication, tu vois. En gros, le premier morceau que j'ai fait là en novembre 2015, c'était à la fin de cette année. Ah non, c'était au début de cette année scolaire de prépa, si tu veux, enfin de prépa formation, qui durait 1 an. Et puis après, je me suis dit, bah vas-y, je vais bouger à Lyon, je vais continuer quand même mes études. J'aimais bien la musique, j'en faisais pour. Je kiffais quoi, mais c'était pas non plus. C'était pas non plus. J'étais pas au point de me dire, vas-y, j'arrête tout et je fais que ça, tu vois. Donc je suis parti à Lyon, j'ai fait information communication pendant 2 mois en me rendant compte que c'était de la merde, enfin, que ça, que ça avait grave changé, donc que ça m'intéressait pas, tu vois, c'était un socle commun beaucoup trop large. Et puis bizarrement, bah, en fait, quand je suis arrivé à Lyon, j'ai fait un son, un freestyle comme ça, mais vraiment en me filmant devant une caméra chez un pote. Putain, et c'était sur Facebook que je l'avais mis à l'époque, j'avais fait je sais plus combien de vues, et je m'étais dit, waouh, là il se passe un truc, tu vois. Et là j'avais commencé à y croire et à me dire, putain, en fait, gros, c'est possible de faire quelque chose, tu vois. Ouais. Et j'ai pas arrêté à cause de ça, hein, parce que bon, je me suis pas enflammé non plus. Mais quand j'ai arrêté, je me suis dit, bah, le temps libre que tu as, tu vas le mettre dans la musique. Donc je suis revenu quelques mois à Saint-Étienne, parce que j'habitais du coup sur Lyon, je suis revenu quelques mois. Et là, à ce moment-là, quand même, ma mère m'a dit, il faut quand même que tu trouves un truc pour le deuxième semestre de l'année. Donc réinscris-toi à la fac à Saint-Étienne, dans quelque chose qui pourrait t'intéresser de large, et puis tu reprendras des études carrées à la rentrée, quoi. Donc du coup, je me suis inscrit en fac d'histoire, mais j'étais pris au deuxième semestre. Et puis, en fait, j'ai mis tellement de temps dans la musique que bah, je sais pas, ça s'est fait tout seul. En fait, ma mère a compris et je suis pas allé en cours au deuxième semestre. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, on va continuer la musique. Là, pour le coup, je me suis dit, vas-y, go, tu prends 6 mois en plus pour faire du son. Fac Et d'histoire, puis, option rap. c'est ça, fac d'histoire, option je ne vais pas tenter. Et, et du coup, bah, c'est après, bah, c'est ce fameux été 2017 là où du coup, il y a eu vraiment ce rap mélodique qui s'est créé, où Valentin a commencé à me rejoindre. Et là, du coup, on s'est dit, bah allez, je vais aller en musico en pensant que putain, la musicologie, tu vois, j'allais kiffer parce que je fais du son. Et en fait, moi qui n'ai pas une formation théorique, tu vois, de la musique, je suis arrivé et là, je me suis dit, putain, gros, t'es dans la merde, faut apprendre tout ça. On te met dans une classe, tu vois, on te met dans une classe avec que des icônes. Par contre, l'ambiance, elle est folle, tu vois, c'est que des musiciens, tu vois, c'est que des artistes. Les mecs, c'est vraiment des délires de ouf, tu vois. Encore aujourd'hui, je les vois, les mecs qui sont musicaux. Franchement, on est resté quoi? On est resté 3 mois avec Valentin, enfin, lui un peu plus, il a fait un semestre entier avant d'arrêter. Moi, je me suis arrêté avant la fin du premier semestre. Et, enfin, tu vois, là, pour le coup, c'était volontaire. Cet arrêt, il était volontaire. Ma mère a compris, tu vois, c'était vraiment. Tu vois, je me suis dit, bon, bah, on est jeune, comme tu dis, il faut se donner les moyens. Et ma mère était derrière, tu vois, elle voit le travail que c'est de faire de la musique. Donc tu vois, autant dire qu'elle m'a suivi, tu vois, dans le truc. Et elle m'a dit, ok, bah, si tu travailles bien dans la musique, et ben, vas-y, vis ton rêve, tu vois. En sachant qu'à l'époque, les petites scènes ça commençait à venir, tu vois. Les retombées un peu en termes de visibilité, ça commençait aussi à venir. Et du coup, ma mère était derrière, elle disait putain, c'est lourd. Et quand elle me voit sur scène encore aujourd'hui, enfin, quand elle nous voit avec Valentin, donc Vayne, sur scène aujourd'hui, elle dit que bah voilà, elle nous dit vous êtes fait pour ça. Enfin, on essaie d'occuper l'espace. Moi, j'avoue que c'est un terrain de jeu, tu vois, on s'éclate. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a cette compréhension au niveau de ma famille, bon, encore plus ma mère parce elle est au quotidien quasiment avec moi, donc elle voit le travail que c'est. Après, mes sœurs, c'était autre chose. Elles avaient plus peur au début pour moi. Maintenant c'est autre chose. Puis les contacts sont venus après, mais ça, on aura l'occasion d'en parler, je suppose aussi. Mais Voilà. du coup, tu fais quoi? Tu te fais genre, tous les ans, tu te refais un récap en mode: «Bon, est-ce que, cette année je continue ou est-ce que je pars sur autre chose?» Est-ce que c'est ou vraiment c'est tu dis: «Non, c'est bon, je me mets à temps plein et je continue jusqu'à que ça fonctionne»? Donc c'est quoi un petit peu, tu sais, ton bah, je sais pas, tes éléments un peu de mentalité qui permettent de prendre un peu la décision de rester là-dessus et de pas justement, embrayer sur quelque chose un peu plus, entre guillemets «sécuritaire» quoi? Ouais, et bah, si tu veux, en gros, tant que ça évolue, avec Vayne, on se dit qu'on peut continuer, tu vois. Donc là, en gros, jusqu'à présent, on s'est laissé l'année dernière, on s'est laissé cette année. En se disant à la base, tu vois, l'année dernière, on se disait, bah, on se laisse une année de plus. Donc l'année dans laquelle on est là maintenant, l'année scolaire dans laquelle on est, à la base, si on écoutait ce qu'on s'était dit l'année dernière, on devrait reprendre là en septembre. Sauf que ça a quand même bien pris et bien marché. Donc maintenant, on se dit, on se laisse une année de plus, Ouais. tu vois. Après, je pense qu'on va pas se laisser des années indéfiniment. Si on n'arrive pas à gagner notre vie décemment, on arrêtera, tu vois. On continuera, mais pour le plaisir. Mais il faudra qu'on songe à une alternative. Après, tu vois, on en a beaucoup des idées. Enfin, moi, personnellement, pour ma part, j'en ai beaucoup. Valentin, lui, il a d'autres idées, tu vois, qui sont différentes des miennes, mais
toujours dans la musique, c'est juste 2 visions qui sont à peu près différentes. Enfin moi, c'est dans la com plus, tu vois? C'est des idées, je suis pas certain, tu vois, si j'arrête la musique de reprendre mes études, tu vois? Je pense que j'ai acquis de l'expérience et surtout des contacts qui me permettent aujourd'hui, bah, de travailler avec certaines personnes dans différents corps de métier, notamment autour de la communication, du management, enfin voilà, ce genre de choses, bah, qu'on a fait tout seul avec Valentin, maintenant, c'est des trucs qu'on pourrait faire pour d'autres. Donc, j'ai pas la prétention de dire que je suis ou que je serai le meilleur dans certains domaines, mais voilà, du coup, on pense à des alternatives et évidemment, c'est sûr, on peut pas se jeter, à à fond dedans, tant qu'on gagne pas notre vie, tu vois? On peut pas se dire, «Bah, on va faire ça», tu vois? J'ai pas le goût de vivre dans la galère, tu sais? J'ai le goût de vivre correctement donc, on essaye de se donner les moyens et puis on voit, quoi. On voit. Un homme, ça me parle tellement, là, tout ce que tu partages. Je compose de la musique, moi, depuis 10 ans et bah, c'est une question, qui se pose dans ma tête de manière, récurrente. Savoir, si j'ai réellement envie d'en vivre un jour et comment je le fais. Sachant que j'ai aussi mon activité sur le web en tant que rédacteur, qui vraiment est mon fonds de commerce principal. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est bah, quel est le business model qui, qui serait le plus plausible dans les années à venir pour toi et ton équipe? Pour qu'on se développe, je pense que, bah, là, on est un peu dans un tournant un peu de «carrière» entre guillemets parce que et c'est tant mieux, on commence à avoir des propositions qui sont intéressantes. À droite, à gauche, des contacts avec des labels, des maisons de disques, que ce soit des majors ou pas, on commence à multiplier les contacts et là où c'est intéressant, c'est que c'est eux qui viennent nous démarcher et pas nous qui les démarchons. Ça, c'est toujours plaisant. Mais le business model vraiment, en fait, on n'en a pas à proprement parler. Le seul point, qui est très important pour nous, c'est de garder une certaine indépendance artistique. Bien que, on sait que si on signe quelque part, on perdra cette indépendance totale. Mais on peut trouver, avec certaines maisons, avec certains labels, on peut trouver vraiment des ententes qui sont intéressantes. Surtout que nous, on est des gens on est assez ouverts avec Vayne, on est vraiment ouverts donc, artistiquement, on se nourrit aussi des choses qu'on nous apporte. Et c'est pour ça qu'on se dit pas aujourd'hui, bah, voilà, le business plan, c'est de rester en indé, de monter un label, en indé, et une équipe, de vidéastes, une équipe d'ingé son. Non, notre plan, on se dit pas ça, on se dit pas, heu et à contrario, on se dit pas: «Notre plan, c'est de signer forcément», tu vois? On se dit, «Aujourd'hui, voilà, on fait tant de sous, on a tel plan, pour être dans la loi, quoi, pour que ça soit légal». Parce que quand tu fais rentrer de l'argent, faut forcément qu'il y ait un cadre juridique derrière. Mmh mh. Mais on n'a pas de business plan type, tu vois? On se laisse toutes les possibilités. On parle à tout le monde, on échange avec tout le monde, tu vois? Là, prochainement, bah, là, on a eu un contrat il y a quelques temps. Prochainement, on va voir un avocat pour l'étudier, bien que c'est pas forcément le contrat qui nous intéresse le plus, dans la maison qui nous intéresse le plus parce que, on a des images qui sont un peu pas contradictoires, mais différentes. On a une vision de l'image qui est différente. Du coup, heu voilà, on n'a pas de business plan ni d'attente, spécifique, tu vois? On prend les choses comme elles viennent et en même temps, de notre côté, on fait comme si on allait rester en indé, tu vois? Faut qu'on continue comme ça parce que pour le moment, on est en indé. Donc on peut pas se dire: «Bon, on met en stand-by», le fait, par exemple, de monter une asso ou, je sais pas, le fait de monter un statut. On peut pas dire ça, on peut pas dire: «On met en stand-by ça», tant qu'on n'a pas eu de proposition, tu vois? Il faut qu'on reste là, pour le moment, on est en indé, on fait en indé. S'il y a une proposition qui se présente, là, on négocie et on avise. Voilà, en gros, le «business plan» entre guillemets, tu vois? Oui, en fait, il y a pas de plan de route, mais en même temps, ça reste quand même bien défini, pour vous, quoi, dans le sens où vous Ouais. avez, une sorte de ouais, d'étoile polaire, entre guillemets, un truc à une sorte de règle, à sur laquelle vous vous fiez, pour réfléchir à ça, Ouais. quoi. Ouais, 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 exactement, ouais. Et je me pose une question parce que tu parles de perte d'indépendance musicale quand tu es signé, mais tu vois, pour, quelqu'un, un moldu, qui n'est pas dans le domaine, j'ai du mal à comprendre parce que, tu vois, je me dis: «Ouais, mais si on te signe, c'est justement parce que le gars a repéré ton style et que c'est justement ça qu'il a envie de développer, non?» Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, en fait, ça dépend, tu vois? Il y a des gars, ils vont te repérer parce que tu peux, je dis pas que c'est notre cas, hein, mais loin de là. Il y a des gars qui vont te repérer parce que tu es un filon, tu vois, dans le rap. Tu es un filon dans le sens où, bah, tu as une gueule, tu vois? Genre, c'est con à dire, mais tu es blanc, et tu fais du rap. Tu vois, il y en a Ouais, pas des masses ouais, ouais. encore aujourd'hui. Tu vois, les gens, je pense que n'importe quel label qui a envie de se faire des thunes, il rêverait de signer le prochain Nekfeu, tu vois? Le petit blanc
qui vient pas d'un milieu ultra chaud, tu vois, ultra gang, et qui fait pourtant du rap. En vrai, c'est con. Mais en vrai, maintenant, il y a des gens qui vont pas te signer qui vont pas signer un artiste pour sa musique, mais un artiste pour son image. Tu vois, Hmm. aujourd'hui, tu perces avec une image. En vrai, tu peux largement percer avec une image, avec un blaze, avec ce que tu dégages, tu vois, et pas avec ta musique. Mais quand je parle de perte d'indépendance artistique, c'est pas le cas pour tout le monde, parce que franchement, l'autre jour, je parlais avec un gars, euh, tu vois, on a sorti Flex, notre dernier morceau, c'est un morceau qui est sun, tu vois, genre c'est l'été, c'est l'edge. On peut pas sortir, tu vois, des morceaux tout le temps comme Astronaute ou des morceaux qui sont lourds, où t'as envie de chialer, tu vois. Tu vois, non, pour nous aussi, on a besoin de respirer, on a besoin de sortir des sons qui sont légers. Et bah, le mec, il est venu me parler, il m'a dit, ouais, t'as signé chez Universal ou quoi, pour sortir un morceau comme ça? Bon, déjà, à quel moment tu peux te permettre, tu vois, de parler de ce qu'on fait, tu vois, on fait ce qu'on a envie. Et je lui ai dit, mais non, je lui ai dit, non, on a signé nulle part, il faut bien faire des choses qui sont variées, et des choses qui sont légères et qui nous représentent encore, parce que il y a quand même, si tu mets Astronaute et Flex dans le même album, perso, pour moi, ça dénotera pas, tu vois. Mais il y en a un qui va plus sonner single et l'autre qui sonnera plus morceau lambda d'un album, quoi. Mais, euh, mais tout ça pour dire que il faut pas croire que en signant, tu vends ton âme au diable. Il y a plein d'artistes qui sont super chauds avant de signer et qui le sont toujours après avoir signé, tu vois. C'est juste qu'ils ont bien négocié. C'est que, effectivement, ben, quand tu es en indé, tu as ton équipe à toi ou au pire, tu es tout seul. Je dis au pire parce que c'est chaud d'être tout seul pour tout gérer, tu vois. Mais tu as ton équipe à toi, donc c'est toi qui as le dernier mot sur tout. Bah, une fois que tu signes, bah, c'est comme si quelqu'un achetait des parts de ton nom de scène, Ouais. tu vois. Et donc, du coup, il a aussi son mot à dire sur ce que tu fais. Et là, tu as toute une équipe autour de toi qui n'est pas la tienne à la base. Donc, tu as un directeur artistique, un attaché de presse, un manager, un tourneur. Enfin, voilà, tu as toute une équipe autour de toi qui, elle aussi, a son mot à dire. Et notamment le directeur artistique, qui là, lui, va dire, bah écoute, ça sonne radio. Ou ça sonne pas radio, mais tu pourrais faire ça pour que ça passe à la radio, tu vois. Parce que le but aussi d'une maison de disques, c'est que ça rapporte de l'argent. C'est que tu leur rapportes de l'argent, tu vois. Mais c'est pas parce qu'un mec te dit. Je pense que les gens, en fait, sont fermés, tu vois. Genre, je pense que les gens diabolisent vraiment, tu vois, la maison de disques. Tu vois. Enfin, il faut pas se dire que parce qu'un morceau passe à la radio, il est forcément fondamentalement mauvais ou parce que ou t'es forcément un vendu, tu vois. Après, tous tes morceaux ne passent pas en radio et tous les morceaux ne passent pas en radio. Tu prends par exemple Big Flo et Oli qui aujourd'hui sont le top du top en radio, je pense que c'est ceux qui ont poncé le truc, tu vois. T'as combien? J'écoute pas trop la radio, mais t'as 3-4 sons de Big Flo et Oli qui passent. Leur album, il en fait combien? 20, tu vois? T'as toujours sur un album, tu dis, ah ok, il y a tout le temps 2-3 morceaux qui passent à la radio et les autres qu'ils ont. Ouais, ouais, bah c'est ça, t'as 2-3 singles, et puis après t'as tous les autres sons. En vrai, pour moi, si tu veux fonctionner, si tu veux gagner ta vie, bah, mais passe à la radio, mec. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu fais un morceau qui passe à la radio qui va être nul à chier. Ouais. Genre, tu peux trouver une entente, tu vois, genre, c'est vraiment ça. Après, je suis pas full dans le milieu, tu vois, genre, j'ai jamais eu contact avec un gros dire artistique, bien qu'on ait contact avec des directeurs artistiques. Mais il faut pas non plus, ça va, ça reste des humains, tu vois, donc tu négocies, tu parles, tu défends, je sais pas, tu défends ta poire et lui défend la sienne, et au bout d'un moment, tu peux trouver un terrain d'entente. Mais c'est pour ça que si tu signes quelque part, il faut signer pour une durée qui est intéressante, et il faut signer avec une maison qui te ressemble, enfin, qui est pour toi, quoi. C'est ça, il faut pas signer, faut pas se C'est précipiter. marrant parce qu'en fait, Voilà. en fait, la façon dont on parle, pour moi, dans ma tête, c'était genre, ouais, si t'as signé, genre, t'as réussi ta vie en tant que personne extérieure du milieu. Et toi qui fais le monde à l'intérieur de ça, euh, tu vois, tu as pas mal justifié ce point-là. Alors que pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, ça paraît un peu étrange, tu vois, parce que tu te dis, ouais, si t'as signé, c'est que quelqu'un t'a repéré et tout ça. C'est assez Non, mais intéressant, après, quoi. après, il y a des gars, là, il y a des gars là, pour faire juste une petite parenthèse de 30 secondes, parce que je parle beaucoup, mais il y a des gars dans le milieu de la musique, ils ont jamais signé. C'est-à-dire que tu prends des gros noms que t'aimes ou t'aimes pas. Tu prends le Jul, le mec, c'est son label, c'est sa maison de disque à lui, tu vois. Genre, il est en indépendant. Euh, PNL, les mecs, ils font un clip sur la Tour Eiffel, tu vois. Ils ont un financement de ouf. Enfin, ils ont des contacts de fous furieux. Ils sont en indé. Ah ouais. Tu prends Nekfeu. Nekfeu, lui, il a son propre label. Bon, il est signé en distribution dans une maison de disques chez Universal, parce que tu as plusieurs étapes, tu vois, tu as la production, l'édition, la distribution. Lui, il a son label en production, il est totalement indépendant dans la production, mais pour distribuer, bah, par exemple, là, son dernier album, il a fait un film au cinéma. Vu qu'il est signé,
chez Universal en distribution, ça lui a permis de débloquer des fonds de fou pour pouvoir faire un film, pour pouvoir faire un beau packaging, tu vois, pour son album. Enfin voilà, tout ça, c'est Universal. Mais du coup, en production, il est totalement indépendant. Et c'est con, hein, mais aujourd'hui, tu as vu, là, je viens de te citer 3 énormes artistes qui sont en indé, en fait, au final, tu vois. Tu te dis, c'est assez énorme. Ok, super intéressant. Dernier point pour cette partie, je voulais parler un peu des lives Instagram, un peu freestyle. C'est quelque chose que tu as pas mal fait à une époque, tu en fais peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui est une stratégie quand même assez intéressante en termes de communication. En gros, le principe, c'est que tu lances un live et tu fais un peu des freestyles sur des sons et des musiques que les gens te proposent, c'est ça? Ouais, bah, en gros, ça a démarré sur Facebook, ça, mais c'était le même principe. En gros, je lance un live, seul ou accompagné avec Valentin, enfin avec Vayne ou avec d'autres rappeurs, tu vois. Et puis en fait, là, je fais tourner des instrus que je prends sur internet pour le coup, pas des instrus de Vayne parce que j'aime bien garder l'exclu, tu vois, les garder secrètes. Mais du coup, je prends des prods, des instrus sur internet et puis je rappe, je fais du freestyle. Donc le freestyle, c'est pas de l'impro, tu vois. Mmh. Le freestyle, c'est vraiment tu prends n'importe quel texte et tu le poses sur n'importe quel instru. En gros, voilà. La distinction. Et l'impro, c'est que tu fais de l'improvisation sur n'importe quel instru. Donc voilà, en gros, je fais du Ah oui, donc freestyle. il y a quand même quelque chose de préparé, Ouais, quoi. bah après, c'est jamais vraiment préparé parce que enfin, le texte est préparé, mais les instrus, je les prends au pif. Et après, je fais des essais, je chante plus, je rappe plus, des fois ça passe, des fois ça casse, tu vois. Et voilà, mais les gens kiffent. C'est un truc, c'est cool parce que tu parles directement avec la communauté. Au début, t'as personne, hein, t'as 5 pélos, tu vois, genre, c'est relou. Puis après, là maintenant, on arrive à tourner sur les heures vraiment intéressantes. On arrive à tourner, je sais pas, 25, 30 viewers, tu vois, constant. Donc c'est assez cool. On parle avec les gens, ça tourne bien, les gens partent, les gens reviennent, d'autres arrivent. C'est assez sympa, c'est un bon outil de com. C'est Ouais. délire en fait. On se prend pas la tête sur les lives. Et puis maintenant, des fois, je fais même des lives où je raconte juste ma life. L'autre fois, on était bloqué dans un bouchon avec ma copine Maud et puis Vayne. On était bloqué dans un bouchon vers Lyon. Bah putain, on a lancé un live de 45 minutes. Je te jure, on racontait n'importe quoi et les gens sont restés. C'était délire. On parlait avec les gens. Enfin, on a fait une équipe Bretagne versus Suisse, tu vois. Ils m'ont mis dans des conversations sur Instagram en privé pour dire on veut un concert ici, non, viens ici, tu vois. Enfin, c'était délire. Alors que je rappais même pas, tu vois. On parlait juste. Donc c'est cool. Ouais, une bonne façon, du coup, de développer. C'est ce que les gens recherchent aujourd'hui, hein. Ouais, tu vois, puis je pense, et là aussi, ce qui est important, et là où moi, je peux faire la différence, tu vois, en étant à temps plein, les gens vont se dire, putain, t'es à temps plein, tu vas pas en cours, tu peux faire que des sons, tu vois. Mais en fait, c'est que je fais des sons, mais à côté, je m'occupe aussi énormément de la communication, tu vois. Maintenant, je délègue beaucoup plus, tu vois, pour faire des visuels et tout, des trucs comme ça, je délègue énormément. Au début, je faisais tout, tu vois, les covers Facebook, les trucs comme ça, enfin, trucs à la con, mais qui, cumulé au reste, prend du temps, tu vois. Mais maintenant, je fais du son, et tout le reste, c'est que de la com, tu vois. Je fais que du Insta, je réponds sur Instagram, je réponds à tous les messages, tous, tous. Et en vrai, même à mon échelle, j'ai plusieurs demandes de DM par jour, sans compter les DM que j'ai déjà ouverts, et donc avec des gens qui me posent d'autres questions, avec qui on échange un peu. Je réponds à tous les messages, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Des fois, je mets du temps, ou des fois, je lâche des vues parce que malheureusement, j'ouvre le message, je me dis putain, tu vas prendre le temps d'y répondre, et puis après, j'oublie ou je fais d'autres trucs. Mais la plupart du temps, euh, à 95% du temps, je réponds à tout. Et idem sur YouTube, je lis au moins tous les commentaires. C'est-à-dire que tu vas sur Astronaute, les derniers commentaires là, sur les 3 dernières semaines, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Mais je vais rattraper mon retard. C'est-à-dire que tu prends tous les commentaires au-delà des 3 dernières semaines, il y a un petit like à moi, c'est mon petit cœur avec mon image, de partout. Et des fois, je réponds de partout. Sur tous les commentaires astronautes, sur tous ceux de Crève-Cœur, de Philo au Soleil, enfin sur tous les gros morceaux, je fais ça de partout. Pour le moment, tant que j'ai le temps de le faire, je le fais, je lis tout le monde, je fais. Enfin, voilà, même dernièrement, putain, dernièrement, le délire. Il y a des gens qui viennent dans les commentaires sur Astronaute, pour la petite anecdote qui est vraiment marrante. Des gens viennent dans les commentaires sur Astronaute et puis disent ouais, je suis là grâce à un tel. Et ben dernièrement, je retrace les, les gens qui disent je suis là grâce à un tel. Je trouve la personne en question, tu vois, qui a fait tourner le son. Putain, et l'autre jour, je me suis retrouvé sur le Discord d'un serveur Garry's Mod. Les mecs, ils avaient mis astronaute sur l'écran de chargement, tu vois, ils avaient mis astronaute et tout. Je me suis retrouvé sur leur Discord. Garry's Mod, c'est un jeu hein, pour que les gens voilà, peuvent bien resituer là-dessus. Hein. Bah non, tu vois, les mecs hallucinaient, ils m'ont dit putain, mais c'est bien toi, t'es là et tout. Et je me suis retrouvé sur des lives YouTube et sur des lives Twitch à commenter aux gens, coucou, avec mon blast, tu vois, un homme, coucou, t'as mis mon son dans ta vidéo. Et les mecs hallucinent, tu vois, ça les fait kiffer. Ils sont là, putain, ils disent, bon, le mec, il est là, il prend le temps de venir. Et du coup, voilà, pour moi,
tu vois, on a parlé des lives et j'ai bien bifurqué sur autre chose, mais pour moi, ça fait partie du truc. Les lives, c'est que la face émergée de l'iceberg, et puis tu as tout le reste qui est immergé, tu vois, tout ce que je fais aussi en off, et les gens se rendent pas forcément compte du temps que ça prend. C'est de la com, c'est cool, c'est plaisant, mais ça prend du temps. Au moins, tu as un vrai lien avec ta communauté, quoi. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on passe un peu à la deuxième partie. On va parler plus, là, on a parlé un peu, on va dire, de manière générale, ton parcours et de la partie un peu business, entre guillemets. Mais là, on va parler plus du style Ouais. créatif, parce que tu as un style à toi qui est assez particulier et ça n'a pas toujours été le cas. C'est un style que tu as développé, que tu as travaillé et bah, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu parce que c'est un peu justement ta marque de fabrique et bah, comment ce style est né, ce type un peu de rap, mélodique? Ouais, ouais, rap mélodique, c'est comme ça qu'on le décrit. Bah, en vrai, je pense que c'est tout con. Bah, j'ai commencé en faisant du chant, comme je t'ai dit, pop, rock. En vrai, au début, le premier morceau que j'ai chanté à mon cours de chant, c'était Belle Demoiselle de Christophe Maé, pour te dire. Et, euh, et je pense qu'en vrai, en fait, naturellement, j'ai appris à chanter, j'ai appris à rapper, et j'ai appris à mélanger les deux. En gros, voilà, d'un point de vue juste, d'un point de vue au niveau de la voix, d'un point de vue vocal, voilà ce qui s'est passé. Après, d'un point de vue instru, comme je t'ai dit au début, je travaillais seul, donc j'achetais des prods sur Internet, je les chopais et tout, donc là, t'as pas de style vraiment à toi. Et puis après Astronaute, Valentin a tout composé. Et là, du coup, tu as un style qui est vraiment plus propre à toi. Valentin a son propre style aussi à lui. Lui, il faut savoir qu'il a commencé la musique, il avait le même âge que moi. Il a commencé par la batterie. Maintenant, le mec est touche à tout. Il prend des cours de chant parce que sur scène, il m'accompagne, il fait des voix secondaires, des bacs. Il joue de la batterie. Il prend des cours de piano pour composer. Et il prend des cours de guitare aussi. Donc le mec est vraiment touche à tout. Et lui a apporté vraiment sa patte aussi. Lui, il a des inspi qui sont rock déjà, puisqu'il a commencé en faisant de la batterie. Et puis des inspi qui sont vachement électro, mais électro un peu chill, à la petit biscuit, ce genre de truc, tu vois, un peu chill. Et donc, du coup, on mélange les deux. C'est vrai que ces derniers temps, les prods, elles étaient vraiment assez électro. Et c'est cool parce que du coup, on peut chanter, on peut rapper, on peut faire danser les gens, on peut les toucher, on peut. Enfin voilà, quoi, c'est cool, quoi. On a vraiment mélangé ce rap mélodique avec inspiration un peu électro et parfois acoustique, tu vois. Au début, on disait inspiration électro-acoustique. Maintenant, l'acoustique, on l'a surtout sur scène, mais peu sur les prods. Tu vois, maintenant, c'est plus rap mélodique, sonorité électro, tu vois, on va dire. C'est fait de manière assez naturelle, en finale. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ça s'est fait de manière assez naturelle, mais en même temps, c'est ce qu'on cherchait à faire, tu vois, créer notre propre style, parce que les personnes avec qui on travaille, notamment l'ingé son qui nous fait les mixages et les mastering des morceaux, et bah lui nous a poussé aussi à définir notre style, ce qui est super important, en fait. J'ai une question à te poser, Anom, concernant la définition de son propre style, l'exploration comme ça, des différents chemins et ensuite se dire: «OK, je me mets là-dessus et je vais devenir, entre guillemets, une référence dans cette niche musicale finalement». Est-ce Ouais. que, vous avez pris en compte la demande, le marché? Ou est-ce que ça venait vraiment de l'intérieur seulement? C'est-à-dire, on sait faire ça, on est bon là-dedans et on kiffe faire ça et voilà, donc ça donne ce résultat. Parce que moi, je me pose beaucoup la question à titre personnel. Tantôt, j'ai envie de tout explorer, de faire ce que j'ai envie de faire, tu vois? Et tantôt, j'ai envie de, rester, j'ai pas envie de dire rester dans une case parce que c'est quand même, ça fait très négatif dit comme ça, mais quand même, qu'on puisse reconnaître ma patte et franchement, c'est une des questions, je trouve, les plus en or, les plus dorées, dans la musique et dans l'art de manière générale, c'est arriver à trouver sa griffe et que finalement que tu fasses, comme tu dis, un morceau, chill été ou un morceau, lourd, qu'on se dise: «Ah ouais, c'est un homme» ou «Ah ouais, c'est, Wesley Joachim» ou «C'est un tel». C'est ça le plus important. Ouais, ouais. Bah, déjà, c'est méga intéressant. C'est super intéressant comme question parce que ça, c'est un perpétuel questionnement, tu vois, quand tu crées, Mmh mh. je pense. Pas Ouais. que dans la musique, hein, mais quand tu crées même de l'image. Euh, Bah, putain, c'est hyper, hyper large, tu vois, Là, je t'ai comme lancé pour question. 1 heure et demie encore. Ouais, c'est vraiment super large. En vrai, je pense que t'as. Putain, en vrai, c'est hyper compliqué de répondre à ça parce que, en même temps, tu vois, enfin, on a choisi ce style, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement parce qu'on était bon là-dedans, tu vois. Mais, et parce qu'en fait, mine de rien, on nous a poussé, tu vois, au final, indirectement, dans ce style. En fait, il y a un mélange de un aspect commercial, communication et un mélange de naturel, tu vois, tout Mmh ça. mh. On s'est orienté naturellement là-dedans avec Astronaute, tu vois. Ce mélange vraiment électro-acoustique, chant et rap, tu vois. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même de l'acoustique, hein. Rappelons qu'Astronaute, la fin, c'est que de l'acoustique. En fait,
on a fait ça parce qu'on était bon là-dedans, parce qu'on a suivi notre instinct, on a fait astronaute. Après astronaute, on s'est dit: «Putain, mais en fait, on a aimé le faire et au-delà de ça, on est bon là-dedans et encore, mieux que ça, les gens ont apprécié». Donc du coup, on s'est dit: «Vas-y, on va continuer sur cette voie». Parce que d'un côté effectivement commercial, communication, bah, ça plaît aux gens, donc c'est cool mais d'un aspect plus personnel, on est bon là-dedans, tu vois? Après effectivement, des fois, je pense qu'on dans du côté créa, hein, dans ce qui n'est pas sorti, on s'est déjà égaré. Parce que moi, il a fallu plusieurs fois qu'on se dise: «Non, faut pas qu'on fasse ça, faut qu'on fasse, heu, les choses, comme on les entend, là où on est les meilleurs, en fait, finalement», tu vois? Par exemple, Maud, ma copine, tu vois, qui suit elle, de très près, tu vois, tout ce qu'on fait et heureusement parce que ça permet d'avoir un avis qui est ultra, comment dire? Ultra sincère, ultra honnête, tu vois? Mmh. Hem, elle nous dit: «Putain, vous devriez essayer de faire ça, tu devrais essayer de faire du storytelling, donc de raconter une histoire». Ouais. Putain, et tu vois, j'ai essayé, mais je suis pas bon là-dedans. Tu vois, genre, je l'ai fait une fois, il y a un morceau vraiment où je suis content de l'avoir fait, mais putain, je suis pas bon, tu vois? Genre, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas comme je voudrais que enfin, c'est pas aussi bon que ce que je voudrais, tu vois? Je vois. Donc du coup, j'y arrive pas et en vrai, honnêtement, en fait, tu te rends compte que tu peux pas te forcer à faire un truc qui te plaît pas, enfin un truc c'est pas que ça me plaît pas, mais un truc où tu es pas bon, tu peux pas te forcer à le faire, juste pour plaire aux gens. Tu vois? Tu peux pas, c'est pas possible, c'est pas possible de faire ça. Donc du coup, bah, au final, tu te retrouves, sans le vouloir, à faire, uniquement, les choses, comme tu voudrais les faire et là où tu es vraiment le meilleur. Donc du coup, bah, en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Tu fais en même temps ce qui plaît aux gens, parce que, effectivement, bah, si ça plaît pas aux gens, tu arrêterais de le faire. Enfin, tu le ferais que pour toi. Tu partagerais plus, tu mettrais pas des ronds dedans, tu vois? Et en même temps, tu le fais pour toi parce que, bah, ça te plaît. En fait, je pense qu'il faut pas se mentir à soi-même et il faut rester droit, il faut rester, fidèle à ce que tu aimes, à ce que tu veux dégager comme image, tu vois? Peu importe le style ou la case dans laquelle tu te mets, parce que tristement, en 2019, tu es obligé de te mettre dans une case, hein. Enfin, tu vois? Tu t'inscris à n'importe quel, concours de musique, bah, on te demande le style. Tu rentres un texte à la SACEM, bah, on te demande le style. Donc du Ouais. coup, tu es obligé d'avoir une case. Mais après, je pense qu'il y a un autre truc sur lequel, je voulais vraiment réagir, suite à ta question et après on passera à autre chose, mais c'est donc ce côté un peu communication commerciale et ce côté naturel, je pense que c'est un subtil, équilibre entre les 2 pour que le son soit bon, pour ni qu'il soit ni trop commercial, ni, trop forcé, on va dire, tu vois? Mais il y a un autre point de vue, sur lequel, faut pas qu'on se voie la face non plus, c'est si tu veux «percer» entre guillemets, du moins gagner ta vie, au début, tu peux pas te permettre de faire tout, en fait. Au début, il faut cibler quelque chose, c'est obligé. Tu vois? Il faut que tu cibles un point musical et que tu t'éloignes pas trop de ce point. Tu vois? Nous, on a fait des musiques, je te jure, on en a fait une, on se casse la tête dessus, elle est énorme, tu vois? D'un point de vue texte, franchement, on la sort telle quelle là, tu vois? Elle est trop lourde, franchement, tout le monde nous dit: «Putain, mais elle est énorme, sortez-la». Mais on l'a mis en stand-by parce qu'on n'arrive pas à faire une prod dessus et c'est un morceau uniquement acoustique. Sauf qu'aujourd'hui, si on sort que de l'acoustique, un mec va nous découvrir en écoutant ce son, tu vois, qui s'appelle Viens voir, il va écouter Viens voir, il va se dire: «Putain, c'est lourd». Il va aller sur notre profil, il va écouter Flex, ça n'aura rien à voir, il va dire: «Mais c'est quoi ce bordel?» Mmh. Donc il faut garder une certaine logique et une certaine, ouais, un certain fil conducteur, tu vois, dans ce que tu fais et je pense qu'une fois que tu as percé, une fois que tu vois, bah, tu des galons et une fois que tu as quand même quelques années de carrière, tu peux te permettre de tester des choses, tu vois? Moi, j'adore par exemple This Is, tu vois? This Is La Peste, j'adore. C'est un rappeur, il a 15 ans de carrière, il a 12 albums à son actif, si je dis pas de bêtises et bah, lui, il s'est permis de tester des choses parce que je pense, bah, qu'il est arrivé à un point de sa carrière où il savait que son public allait le suivre, tu vois? Ouais, ouais, Voilà. ça fait vraiment Au sens début, ce que tu tu peux dis. pas. Mmh. Au début, malheureusement et dans un sens, c'est cool aussi parce que ça te permet de devenir vraiment très bon et très pointilleux dans ce que tu fais. Il faut cibler uniquement un point, tu vois? Une case, disons. Ouais, c'est C'est comme quand triste, mais tu lances autant ta boîte, en fait. Au début, tu as un produit ou 2 produits et ensuite tu peux développer ta gamme si ça marche, ouais, c'est ça, éventuellement. exactement. Et autant après, tu vois, genre, on est dans un système de cases, mais c'est pas grave s'il y a pas ta case. Crée-la, on s'en bat les couilles, franchement. Nous, le rap mélodique, tu vois, personne l'a dit. Bah, nous, maintenant, on insiste. Tu vois, on veut que sur les programmes, ça soit marqué rap mélodique, tu vois? Ouais, ouais, Des ouais, fois, ouais. c'est marqué hip-hop parce que hip-hop ou rap ou musique urbaine. Au pire, ça, putain, ça fait hérisser les poils, tu vois? Musique urbaine, ouais, ça avec le morceau «Viens voir», mais bon, les gens, ils vont voir ailleurs, quoi. Mais du coup, voilà, tu crées ta case, tu vois? Genre, c'est pas facile
Et des fois, tu es obligé quand même d'utiliser la case d'un autre parce que le média te permet pas de créer ta propre case ou quoi. Mais là où tu peux, crée ta case. Et puis voilà. Super intéressant. Je voulais te poser une dernière question avant de conclure. Tu as pas mal parlé, tu as mentionné ton vécu et notamment le fait que euh, ton, ton prof de chant, en fait, t'a poussé un peu à écrire par rapport à ça. Est-ce que c'est ton Ouais. moteur en quelque sorte? Enfin, Mhm. est-ce que tu peux parler un peu de ça? Alors au début, ouais, c'était mon moteur. Parce qu'en gros, pour la petite anecdote, moi j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans, tu vois. Et du coup, au début, c'était un bon moteur parce que j'avais moins d'inspi qu'aujourd'hui. Et au début, ça allait de soi, tu vois, de parler de ma famille, de parler de mon histoire, tu vois, ça allait de soi. Et puis après, en fait, ma vie en général est devenue un moteur. Tu vois, je parle beaucoup d'amour dans mes textes. Aujourd'hui, tu vois, ça va, c'est top, tu vois, ma life d'un point de vue amour, c'est de la frappe, tu vois, je suis bien et tout. Ça m'empêche pas d'en parler. Tu vois, il y a un morceau qui va sortir en août. Je parle de love à fond, mais positivement. J'en ai jamais parlé négativement, tu vois, mais je parle beaucoup d'amour, je parle beaucoup de choses qui me touchent. L'amour, ça me touche énormément. La mort, ça a pu me toucher, tu vois, genre il faut employer les termes qui des fois font peur ou les termes qui des fois font hérisser les poils, tu vois, la mort, la vie, la tristesse, la colère, la joie. En vrai, c'est les émotions, moi, tu vois, mon moteur. Et je pense que la vie, c'est un puits d'émotions, en fait, tout le temps. Et les gens, certains arrivent à mieux les saisir que d'autres. Et moi, je pense que... Et de base, il y en a qui, naturellement, sont plus touchés. Moi, je pense que de base, je suis quelqu'un d'assez sensible. Et du coup, je me sers de tout ça et je pense que c'est pour ça que je suis pas bon en storytelling, tu vois, je suis pas bon pour raconter des histoires parce que c'est pas que je veux parler de moi, tu vois, mais c'est des histoires qui vont me toucher, mais c'est compliqué quand de t'inventer de t'imaginer quelque chose. En fait, tu peux avoir des ressentis qui sont propres, mais le storytelling, souvent, tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre. Tu vois, par exemple, Big Flo et Oli, ils le font super bien. Ils vont se mettre dans la peau d'une femme qui se fait battre par son mari euh, ou d'un jeune ou d'une jeune fille qui se fait harceler, tu vois. Et, euh, et du coup, eux, ils arrivent, j'ai l'impression, à ressentir les émotions que les autres pourraient ressentir. Moi, c'est pas du tout que je suis égocentré ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est juste que, je sais pas, je sais pas, euh, je suis pas suffisamment. J'ai pas la dextérité pour ressentir suffisamment ce que les autres pourraient ressentir à un moment donné, tu vois. Je dis pas que je suis antipathique, hein. Par contre, je suis hyper empathique, tu vois. J'aime bien. Enfin, quand je vois quelqu'un en face de moi, j'arrive à ressentir, je peux réussir à ressentir ce qu'il ressent, mais c'est m'imaginer. Tu vois, c'est un travail supplémentaire, c'est compliqué, mine de rien. Tu t'imagines une histoire, inventée de toutes pièces, mais inspirée de faits réels, et tu dois te mettre à la place de quelqu'un qui n'existe pas, mais qui est inspiré de faits réels, et ressentir des choses que cette personne pourrait ressentir. C'est super Ouais, complexe c'est chaud. comme procédé. Donc du coup, voilà, je pense que je suis inspiré de ma vie et de ma sensibilité, tu vois, et de la sensibilité des autres aussi, parce que ça me touche de voir quelqu'un qui va pleurer pour une cause. Et là, pour le coup, je pourrais parler de cette cause-là, tu vois. Donc, Ouais, il faut que mais il tu faut que sois je au vois les choses, en contact, quoi. fait, tu vois. Il faut que je les ai sous les yeux. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ton storytelling, ce sera toujours le meilleur, Anom. J'en suis convaincu. Non, mais ce que je disais par là, c'est que le storytelling, en fait, quand tu parles de ta vie et ce qui te touche toi, c'est toujours là que tu touches vraiment les gens. Moi, les musiques les plus personnelles que j'ai faites, c'est souvent celles qui ont le plus un niveau. C'est moins lambda, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un niveau tripal, vraiment, c'est ce qui touche le plus les gens. Ouais, ouais, voilà. Mais sur ce, merci beaucoup pour tous ces retours d'expérience. C'était super intéressant. Avant de passer à la suite, on vous rappelle que si vous ne l'avez pas encore fait, mettez-nous un petit avis sur Apple Podcast. 5 étoiles, ça ferait plaisir si vous aimez cette émission, pour qu'elle continue, pour qu'on puisse en parler un petit peu autour de vous. N'hésitez pas à le faire, ça nous aide vraiment, ça nous fait monter dans les référencements. Donc, vous aidez ce podcast à se développer et voilà, vous proposez des émissions de ce type-là. Et on va passer au truc de la semaine. Et donc, Anom, prépare-toi bien. Il nous a teasé un peu. Il nous a dit, ouais, les gars, j'ai une anecdote et tout. Donc, moi, je m'attends à un truc de fou. Hein, donc j'espère que voilà, ça va Non. être à la hauteur. Hein. Je ne vais pas te mettre la pression, mais quand même. Voilà. Non, en vrai, c'est loin d'être un truc de fou, tu vois. Mais en fait, tout à l'heure, ce que je leur ai dit en off, Attends, on va en parler juste après. D'abord, en jingle. Tu vois, il y a pas mal de choses religieuses ici à faire. Et donc, voilà, c'est ça. c'est bien ficelé, c'est bien ficelé. Voilà, on a un petit jingle, tu vois, ça marque la fin de la partie vraiment où on parle de manière un peu sérieuse. Et puis là, on va arriver sur le truc de la semaine. Mais d'abord, générique.
Très lourd ces jingles, hein. Vraiment, ça ficelle le truc, tu vois. Ficelle. C'est flex ou Ça pas? ficelle. Merci. Ah ouais, c'est flex, c'est très flex. Donc la petite référence, là, c'est ton morceau. Allez le voir, Anom sur YouTube, Flex ou sur Spotify ou à l'endroit où vous écoutez ce podcast peut-être. Vous pouvez, retrouver Anom évidemment. Bah, du coup, Anom, quel est ton truc de la semaine? Bon, c'est pas une anecdote de ouf en vrai, c'est ce que je disais, c'est juste que, en fait, c'est marrant. Parce que, genre, en off, en fait, je leur disais, putain, les gars, c'est pas du troll, hein, mais c'est vrai que c'est pas du troll. Parce que des fois, je partage mes goûts musicaux, tu vois, comme ça. Et là, c'est une anecdote de goût musical, tu vois. C'est un truc, genre, ouais, non, je devrais pas le dire. Et hier, j'étais dans le train. Parce que je rentrais de Lyon et tout, j'étais dans le train et tout. On écoutait de la musique avec un écouteur Ouais. chacun, technique du pauvre avec ma copine. Putain, on écoute du son et tout. Et là, je vais dans le top Spotify. Et puis là, je vois, en 7e position, il y a un son de Jul, JCVD, le dernier son de Jul. Et là, je le mets. Et en fait, je me suis enjaillé, mais comme jamais, tu vois. Genre, je me suis dit, putain, mais le son est méga lourd. Tu vois, alors que Jul, tu vois, il y en a plein qui pourraient dire, non, c'est pas du son. Bah, moi, j'assume, tu vois. Moi, mon anecdote, c'est ça, c'est que j'ai validé un son de Jul, tu vois, cette semaine. Et c'est la première fois que je pense que j'ai autant validé un son de Jul. Et je me suis dit, putain, tu vois, je bougeais la tête. J'ai dit, ouais, ça, en soirée, tu vois, ça passe. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas du troll. Parce que je pense que beaucoup pourraient penser que quelqu'un qui écoute du Jul en disant putain j'ai grave validé, c'est du troll. Ben, il est validé par beaucoup de monde en vrai. En réalité, il y a quand même beaucoup de personnes qui le valident, mais et il fait du bon taf. Hein. En vrai, il fait son taf, il a son public et c'est grave cool. Gros big up à lui, mais en vrai, voilà, hier je me suis enjaillé sur du Jul et c'est l'anecdote. Je voulais faire une Bah, oui, anecdote oui. un peu musicale, tu vois. Il fallait que je fasse une anecdote musicale. On t'en veut pas. Voilà. En gros, c'est ça, c'est Jul. Mais j'aime aussi beaucoup plein d'autres artistes hyper commerciaux, genre Marwa Loud. Moi, tu vois, pour moi, genre, je trouve elle donne une bonne image et tout. C'est grave kiffant. Hier, j'ai écouté ça aussi dans le train. Ouais. Notre anecdote. Bah, écoute, ça risque de te suivre longtemps donc voilà, mais en tout cas, ce podcast s'est gravé dans le marbre donc voilà. J'espère que tu ne regretteras pas. Ouais, bah, j'espère, si Jul il passe par là, force à toi. On l'espère aussi. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Moi, mon truc de la semaine, ça n'a absolument rien à voir avec Joule, même si on parle quand même d'argent. Euh, c'est c'est un livre que je suis en train de lire, ou plutôt un livre audio que je suis en train d'écouter, dont le titre est I Will Teach You to Be Rich par Ramit Sethi. Tu le connais bien, Seb. Je sais que tu kiffes cet auteur, cette personnalité. Et dans son livre, il aide, j'ai envie de dire, monsieur tout le monde à, à s'enrichir par des moyens très simples. Et quand on dit s'enrichir, c'est pas devenir millionnaire l'année prochaine, mais c'est vivre une vie riche, à savoir pouvoir dépenser dans ce qui nous fait plaisir, sachant qu'on a mis de l'argent de côté, en étant beaucoup plus rigoureux et restrictif, pas forcément restrictif, mais rigoureux sur les dépenses qu'on fait sans s'en rendre compte de manière inconsciente. Voilà, un petit extrait que j'ai retenu. Je vais pas tout spoiler, hein, et de toute façon, je l'ai même pas terminé. Mais il dit que, et c'est surtout d'ailleurs en tant qu'indépendant que je voulais partager ça, puisqu'on est tous les trois dans des carrières autour de la création de contenu ou de l'art, ou en tout cas on est indépendant. Comment est-ce qu'on gère ses finances dans ce cas-là, lorsqu'on n'a pas une entrée régulière? Eh ben, on va lisser nos dépenses sur l'année. On va imaginer combien on va gagner sur l'année. Et ensuite, on va répartir le budget à hauteur. Alors, lui, c'est des chiffres indicatifs qu'il donne, de 60% pour les dépenses, les dépenses quotidiennes, donc ta bouffe, ton loyer, etc. 10% à épargner en cas de coussin de sécurité en cas de problème. Et puis, on va dire l'épargne court terme aussi, genre préparer tes vacances, tu vois, s'il y a un imprévu. 10% à investir, et ça c'est très important, pour construire quelque chose sur le long terme. Et les 20 derniers pourcents pour le kiff, les restos, les soirées, se faire plaisir. Et lorsqu'on respecte cette structure, on est beaucoup plus serein dans sa vie. Moi, je vois en fait toutes les dépenses que je fais sans m'en rendre compte. Et je me dis, mais ouais, si j'avais un suivi un peu plus carré, en fait, je pourrais me dire, l'argent qui reste sur mon compte, une fois que j'ai tout mis de côté, je peux vraiment le dépenser sans me prendre la tête, quoi. Donc,
je vous invite à, pas forcément lire ce livre, mais à vous poser la question, vous qui nous écoutez, et puis Anom et Seb sur le plateau, euh, à vous poser cette question-là, parce que c'est quelque chose qui est applicable dès maintenant, quoi. Il n'y a pas besoin d'être Einstein. Quand tu parles de dépenses où tu t'en rends pas compte, tu penses à quoi, par exemple? Tu peux nous donner quelques exemples? Moi, je pense à mes prochaines vacances à Ibiza avec mes potes. En fait, de penser que l'argent, que c'est un peu comme dans un jeu vidéo, on a des points, mais si on meurt, on ressuscite à la prochaine partie. Et aujourd'hui, avec tous les systèmes de paiement automatisés, euh, ou voilà, avec la CB sans contact, c'est une horreur, c'est très trompeur ces trucs-là. Vraiment, on se dit, ah ok, tiens, allez, boum, 700 balles dans des vacances à Ibiza, enfin 700 balles juste pour la location, derrière, boum, on va aller à telle soirée. Et c'est cool de se faire plaisir, mais c'est important que ça vienne de soi et décider pour quelle chose on a envie de mettre de l'argent. Par exemple, moi, je me rends compte que la musique, c'est important pour moi. Et je préfère dépenser là-dedans que d'aller mettre beaucoup de thunes dans des fringues, par exemple, juste pour me la raconter en société. Ce qui n'est pas le cas, hein, mais je donne des exemples qui peuvent nous parler à tous. Ok, merci Wesley. Anom, alors du coup, est-ce que toi, c'est un sujet que tu maîtrises un petit peu, la finance, ce genre de choses Je suis très mauvais, très mauvais économe. Moi, je suis très mauvais avec mes thunes. Bien que ça soit mieux qu'avant, en grandissant et en ayant des projets, en fait. C'est les projets qui font que, les projets perso, hein, même au-delà de la musique, hein, c'est les projets qui font que je gère mieux mes thunes. Mais j'avoue qu'il y a plein de dépenses, on s'en rend pas compte, sans parler de dépenses comme Ibiza ou quoi, comme une grosse loc, tu vois. Mmh. Mais tu sais, il y a plein de dépenses. En vrai, des trucs cons. Ouais. Tu vois que chaque mois, tu vas dépenser et tu vas dire putain, merde, j'ai pas utilisé ça. En vrai, je prends un exemple tout con. T'as ton compte Netflix, tu l'utilises pas sur un Ouais, mois, c'est ce ça. qui peut arriver, tu vois. Et bah putain, c'est 12 balles en moins, tu vois. Mm. Et ton compte, je sais pas, t'as des fois. Je suis sûr, il y a des gens, tu vois, ils sont passés d'Apple Music à Spotify. Bah non, exemple trop con. Par exemple, tu vois, je suis resté hyper longtemps, j'utilisais super longtemps Apple Music, tu vois. Et en gros, tu sais, tu peux avoir un abonnement étudiant. J'avais le statut d'étudiant, mais j'ai gardé mon abonnement normal. Tu vois. Alors, trop con. Enfin, je payais. C'est 5 euros, tu vois. Mais sur un an, C'est ça, putain, c'est ça. Moi, pareil, avec le putain, ça téléphone, fait. avec mon smartphone, je paye trop cher chez Orange et Ouais, à mort, moi pour aussi. 20 euros de moins, je peux passer ailleurs, Ouais, Team chez Orange, moi aussi, à SFR ou fond, c'est ça, machin. tu vois. Et Orange, tu te fais fister. ouais, Orange, t'es marron, quoi. Big up Orange. À cause de vous, pour plus être Non, sponsorisé mais par c'est Orange, cool. quoi. Par contre, la fibre par Orange, vive la fibre Orange. Orange, c'est cher, mais Je c'est bien. confirme, pour la fibre, c'est bien. Mais c'est cher. Mais bon, c'est bien. Et toi, Seb, quel est ton truc de la semaine? À moins, je sais pas, peut-être que tu voulais rebondir sur la thune. Non, mais du coup, je vais pas en parler parce que alors, c'est pas mon truc de la semaine, mais j'ai fait un audit financier, genre vendredi dernier. Et en gros, le mec m'a dit, vous savez, ça va en termes de chiffre d'affaires, vous vous débrouillez, mais en fait, à la fin du mois, avec toutes les dépenses pro que vous avez, il vous reste genre 900 euros, ce qui vous classe dans les 20% des Français les plus pauvres et en dessous du seuil de pauvreté. Et tu sais, quand le mec il te dit ça, t'es en mode ah, j'avais pas vu les choses comme ça, quoi. Donc, donc là, c'est un peu le truc, tu sais, tu sais, il suffit de le voir écrit sur un papier et qu'on te dise ça de toi, et t'es en mode ah ouais, je vais. Là, tu rentres chez toi, tu te dis, en fait, je suis pauvre. Allez. C'est ça. Donc là, je commence un peu à tout couper, à me dire non, mais attends, faut être un petit peu sérieux. Voilà, d'où le fait que maintenant, j'ai revendu mon bureau et que je travaille sur une table à repasser, comme je t'expliquais au début. Mais vends la table à repasser. Vends la table à repasser et travaille sur ta machine à laver directement. Ouais, ou par terre, tu sais, à la japonaise. Mais j'ai pas de machine à laver. J'ai Bah pas les ouais. sous pour m'acheter une machine à laver. Ça fait depuis février que j'ai aménagé. Et c'est terrible. Je suis allé à la laverie, tu sais, donc je remplis ma valise de vêtements et Ça revient plus cher. c'est terrible. Et en plus, je me dis, si j'ai une machine à laver, il me faut aussi un sèche-linge parce que j'ai un chat. Et donc, du coup, le chat, il s'agrippe absolument partout parce que c'est rigolo, apparemment, quand t'es un chat. Donc voilà, c'est terrible. Ouais, c'était mon coup de gueule. Donc voilà. Non, en vrai, c'était très intéressant. Alors, c'était pas mon truc de la semaine, mais si ça vous intéresse, l'audit financier, c'est le site Plenit Finance qui font ça. Ils sont super sympas. Ils sont sur Lyon. Je l'ai appris après d'ailleurs. Mais vraiment, ils sont très carrés, très pro. L'audit, je crois qu'il m'a coûté 57 euros, mais tu as vraiment un bon rapport derrière et c'est quand même assez intéressant. Et le mec te met vraiment face à la réalité, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool.
Ah bah, vu ce que tu viens de nous expliquer, ouais, il t'a mis face à la réalité quand même. Ah là, me fait un high kick des familles, quoi. Genre vraiment, tiens, un truc dans le ventre, tu vois, tu le sens encore passer, quoi. Mais Systémator, vis ta vie de pauvre. exactement. On va changer la baseline. Donc non, non, mais c'était très intéressant parce qu'en fait, même pareil, en fait, je me rends compte que, bah, en fait, il suffit pas de beaucoup, entre guillemets, pour inverser la situation. Donc c'est aussi dans ce sens-là où c'est intéressant, quoi. Voilà. Pour en revenir à mon vrai truc de la semaine, celui que j'avais noté sur mon papier, en fait, j'ai monté des groupes d'intelligence collective, des masterminds pour les gens un petit peu start-up. Donc en gros, c'est des groupes de travail avec, mes clients où en gros, toutes les semaines, on se réunit, donc il y a 5 personnes et je supervise le groupe à chaque fois. Et du coup, ça me permet vraiment d'être au contact, directement avec les clients. Tu parlais à Noam tout à l'heure, finalement, c'est que toi, tu réponds à tous les commentaires, tu es très présent dans ta communauté, tu fais des lives, tu discutes avec les gens. Au final, c'est ça qui a vraiment de l'importance parce que tu crées un lien avec ces gens-là, tu comprends un peu ce qu'ils aiment moins, leur point de vue, leurs avis Mmh. et tu mixes un petit peu tout ça et c'est vraiment un petit peu ce que je vis là. En gros, j'ai monté 2 groupes pour tester pour cet été, et en gros, le principe, c'est que en gros, je suis avec 10 clients, par semaine, avec qui je discute tout le temps, quoi et je suis au contact de leurs problématiques, des questions qui se posent, des échanges qu'ils ont et je vais être un petit peu en retrait sur ces groupes, même si je les supervise. Je fais un peu le maître du temps et dire: «Ah ouais, là, ton temps est dépassé, donc faut passer à la suite». Je frustre, les gens, mais c'est super intéressant et je trouve ça, vraiment important, en fait, de se concentrer sur, bah, les gens qui t'entourent, pourquoi est-ce qu'ils te suivent, qu'est-ce qui les intéresse aussi dans ce que tu peux leur proposer, comment tu peux les aider davantage ou voilà, être un peu dans heu, ouais, leur apporter, de l'aide ou du soutien sur ce qu'ils font, quoi. Ça Ouais, fait ouais. sens un peu, pour vous? Ouais, ouais, carrément Yes. même. Parfait et ben, sur cet engouement incroyable, nous allons finir le podcast. Un petit freestyle? Ouais, tu veux pas nous faire un freestyle pour les évaluations, iTunes? Bon, ouais, là, ça serait de l'impro et je suis très, très Ah mauvais là là, en il se impro. défile, ah, c'est terrible. Bon, bah, tu Très, très mauvais en où est-ce qu'on impro. peut te retrouver, Anom? Et ben, de partout, Facebook, Insta, YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Napster, Tidal, enfin tout, 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 en fait, un peu de partout. Je Et sais même vraiment, pas ce que c'est, là quoi. où je suis le plus, mais ouais, il y en a, moi non plus, je sais pas ce que c'est, mais tu sais, tu coches, la case, Tu coches toutes les cases par défaut, ouais, quand tu te ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, quand tu distribues, tu coches la case, sur toutes les plateformes dans le monde entier. C'est-à-dire que même en Afrique, tu peux me retrouver sur les plateformes de streaming africaines. Voilà. Mais ouais, du coup, bah, principalement, là où je suis le plus présent, YouTube, Facebook, Insta, voilà. Eh ben, merci, à vous 2. On se retrouve du coup, lundi prochain. N'oubliez pas les petites évaluations, les commentaires aussi. N'oubliez pas que nous lisons les commentaires, donc vous pouvez y aller et si vous voulez voir cette photo incroyable de la table à repasser avec l'ordinateur posé dessus, et le micro et pour montrer un petit peu qu'on peut faire des podcasts avec pas grand chose, eh bien, c'est sur le site systemator.tech. Vous avez également tous les autres épisodes, voilà et sur ce, bah, on vous dit, à la semaine prochaine. Salut, salut. ciao, ciao. Merci à vous.